Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 23e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, j'ai vu dans les commentaires des gens dire que c'est le 23e épisode, donc forcément j'allais faire un épisode sur Michael Jordan. Mais tu sais, j'aime pas être prévisible, donc je ferai un épisode sur Michael Jordan plus tard. Et là j'ai un autre sujet qui me tenait à cœur de faire. Donc comme tu as pu le lire sur le titre, le sujet ne va pas porter sur une marque ou sur un artiste en particulier, mais plutôt sur un phénomène, la féminisation du monde du rap. Ouh, le sujet fait un peu complotiste, tu vois ce que je veux dire? J'avais annoncé dans une ancienne vidéo que j'allais traiter le sujet, donc m'y voilà. De nos jours, les rappeurs ont moins en moins de complexes à montrer leur féminité, que ce soit au niveau de l'attitude, des vêtements ou même de leur façon de danser. Et du côté des femmes, il y a une hyper-féminisation. Donc dans cet épisode, je vais revenir sur les événements clés et les artistes qui nous ont fait passer d'un hip-hop très viril à notre époque actuelle où le hip-hop est beaucoup plus efféminé, voire gay-friendly. Sans plus attendre, on y va! Commençons par le milieu des années 80 au début des années 90. À ce moment-là, le hip-hop s'est étendu bien au-delà des frontières du Bronx pour conquérir l'ensemble des États-Unis. Il y a un gros potentiel autour du hip-hop et il y a beaucoup d'artistes qui se sont mis à signer auprès de majors. Parmi ces rappeurs, certains deviennent des icônes, notamment pour leur look. La plupart d'entre eux étaient plutôt inspirés des dealers de leur quartier, donc grosses bagouses, lunettes Casal, grosses Cuban Links, etc. Dans ce cas précis, il y a par exemple Run DMC ou encore Rakim. Il y en avait aussi qui incluait un petit côté player à tout ça. Je pense par exemple à LL Cool J. Ou plus simplement, certains groupes de rap avaient l'air d'être affiliés à un gang. Je pense par exemple à NWA. Mais dans tous les cas, les rappeurs renvoyaient une image de virilité. Et c'était un standard pour être à la fois vendeur et respecté par ses pairs. En parallèle de ce profil de rappeur classique, il y en avait certains qui n'hésitaient pas à jouer sur l'excentricité pour se démarquer. Je pense à MC Hammer par exemple. Il s'est fait connaître pour sa fameuse danse et pour ses tenues très flashy, mais jusqu'à aujourd'hui, MC Hammer n'est pas réellement considéré comme un rappeur. C'était plutôt une pop star. MC Hammer, tu le mets plutôt dans la case avec Vanilla Ice ou encore Milli Vanilli. Bon, peut-être pas Milli Vanilli, c'était un groupe d'escrocs, mais bon bref, tu m'as compris. Et ensuite, dans les années 90, on rentre dans une période de rap hardcore. Donc des artistes comme Nas, Wu-Tang, Biggie, Tupac et même plus tard Jay-Z dominent le hip-hop. Cette époque est sûrement celle qui a le moins laissé de place à l'excentricité et je te parle même pas de la féminité. Pour plusieurs raisons. Il y a Nas qui est arrivé dans le game en 1994 avec un album très street, Illmatic. C'était la première fois qu'un album de rap traite avec autant de détails des problématiques du ghetto. C'était plus concret que ce qui se faisait avant et ça a influencé beaucoup d'MC par la suite qui se sont plus recentrés sur un rap ghetto. Donc pas de place pour les coquetteries si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, entre parenthèses, d'après moi, Booba a eu le même impact en France avec son album Temps Mort. Après la sortie de cet album, beaucoup de rappeurs français se sont mis à rapper vraiment ghetto, cité, etc. Or c'était pas forcément le cas avant cet album. Donc ça c'était la parenthèse. Et la deuxième raison que j'ai retenue, c'est la guerre entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis. Cette confrontation a pris beaucoup de place dans ces années-là, donc la rue s'est invitée dans le rap et vice-versa. Ça a endurci les rappeurs dans leurs textes. Il fallait pas faire le faible, tu vois. Du côté des femmes, dans les années 90, elles étaient aussi très boyish au départ. Queen Latifah, MC Lyte ou encore Da Brat. Mais ça c'est sans compter l'arrivée de Lil Kim et de Foxy Brown qui vont ajouter une touche de féminité, que dis-je, de sexy dans ce monde de brut. Dans le film Notorious qui retrace la vie de Biggie, il y a une séquence où Lil Kim se met à rapper pour Big. Elle passe d'un rap hyper agressif à l'image de l'époque à un rap beaucoup plus provocateur et sexy à l'image de l'idée que je défends ici en fait. My mental is criminal, felony thoughts subliminal, sinful, quick to trigger pull, grab a pocket full of ducats, so what, fuck it. Your whole world changed when you heard me rap, hand on your dick while my ass you smack. Grâce à Lil Kim et Foxy Brown, on verra de moins en moins de rappeuses avec des chemises XXL et en baggy. Malgré cette tendance générale, cela n'a pas empêché certains artistes de flirter avec l'extravagance, tout en restant ghetto, tu vois. C'était surtout le cas dans la deuxième partie des années 90, notamment avec Busta Rhymes, Missy Elliott, ODB, qui adopte des looks complètement loufoques et assez hilarants. Il y a aussi un certain André 3000 qui commence à illustrer une certaine authenticité, notamment par ses vêtements africains, ses turbans, mais surtout de sa musique. Tu vois, des prises de risques qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le hip-hop.
À partir d'ailleurs de son album Aquamini, on a commencé vraiment à voir des choses assez particulières autour de sa coupe de cheveux et autour de ses vêtements, quoi. Selon moi, l'extravagance de ces artistes vont ouvrir peu à peu l'esprit des fans, mais aussi de l'industrie en général. Pour résumer, les années 90 font clairement partie de l'âge d'or du hip-hop, pour le style de rap différent, pour la performance pure, pour les groupes iconiques qui ont vu le jour à ce moment-là. Mais cette ère n'était pas la plus ouverte d'esprit. Les rappeurs n'avaient pas à cœur de livrer leur part de féminité au monde. Par contre, l'excentricité commençait à voir le jour, et c'était plutôt intéressant, parce qu'en termes de visuel, ça commençait un petit peu à changer, à se diversifier, disons. C'était comme un pas vers une plus grande ouverture d'esprit. Certaines icônes naissantes dans les années 90 se révèlent dans les années 2000. Ces artistes qui ont eu une reconnaissance à la fois de leur père mais aussi du public se sentent beaucoup plus en confiance pour tenter des choses. Pharrell Williams et André 3000 en sont les parfaits exemples. André 3000 entre dans les années 2000 avec déjà 3 albums à succès et une récompense en tant que meilleur groupe de rap dans les Source Awards. D'ailleurs ça c'est un moment légendaire, faudrait que je revienne dessus un de ces 4. Grâce à Outkast, Atlanta est devenue une ville majeure dans le hip-hop. Sans Outkast, il n'y aurait pas toute la trappe qu'on connaît aujourd'hui. Fort de cette reconnaissance, Outkast, mais en particulier André 3000, va aller toujours plus loin dans l'originalité. Mais c'est vraiment dans les années 2000 que André 3000 va atteindre un nouveau stade dans sa carrière avec l'album Stankonia. C'est vraiment à partir de là qu'il va commencer à choquer avec son excentricité, même son côté efféminé. Il n'y a qu'à voir les clips de cet album-là, par exemple The Whole World, ou encore So Fresh So Clean. Mrs. Jackson, ça allait encore, même si on voit qu'il a l'air un peu tutti frutti, un peu quand tu... Il a l'air un peu efféminé, quoi. Putain, j'ai vraiment dit tutti frutti dans la vidéo. Non, plus sérieusement, il n'hésitait pas à se maquiller, à se faire des permanentes, des choses comme ça. Et sincèrement, ça a beaucoup choqué à cette période-là. Et il est allé encore plus loin avec le 5e album de Outkast, The Speaker Box and The Love Below. The Love Below est sa partie, en fait. Dans cet album, il y aura des morceaux comme Eya, Roses ou encore Prototype. Des morceaux qui, à l'époque, me semblaient complètement what the fuck. C'est quoi ce délire? D'ailleurs, je me rappelle, à la sortie du clip Eya, je pensais que c'était une parodie. Je me disais qu'il commençait par faire un petit peu le guignol, etc. devant la caméra, et puis vrai son allait commencer et qu'il allait se mettre à rapper. Au bout de 2 minutes du morceau, j'ai commencé à me dire waouh, c'est quoi ce merdier? Il gigote comme s'il avait des puces sur les épaules et qu'il essayait de s'en débarrasser. C'est simple. Il habillait tout en vert, il se prend pour Link dans Zelda ou quoi? Bref, j'ai tout détesté. Mais en même temps, faut dire que je sortais à cette période-là de Dre 2001, de Blueprint et de The Real Slim Shady. Les mecs portaient pas de pantalon sauté à carreaux, tu vois. En fait, je n'étais tout simplement pas habitué à autant de féminité dans un clip de rap. En vrai, j'avais déjà capté qu'il était pas de notre planète, mais sa musique en général, des albums précédents, était facilement digérable, tu vois, pour un fan classique de hip-hop. Il avait déjà quand même fait Mrs. Jackson, mais dans The Love Below, la combinaison de la tenue des années 60 de mauvais goût, du chant hyper aigu, ouais, je trouvais ça vraiment aigu, et de la danse des puces, franchement, fallait être prêt. Et puis je ne te parle même pas de Roses ou encore de Prototype qui était complètement barré. Mais franchement, à force d'écouter les morceaux et de m'habituer aux clips, etc., j'ai commencé à réellement apprécier cet album. Et même apprécier les clips, en particulier dessus de Eya. Eya, pour moi, est l'un des meilleurs morceaux de tous les temps. André 3000, pour moi, c'est un génie. D'ailleurs, il influence les rappeurs jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu le Prince du hip-hop pour moi. Je vous ferai un lifestyle décodeur, un de ces 4 sur lui. Outkast avait fait une publicité dans la même période pour Levi's. Big Boy était habillé comme un rappeur classique, et André 3000 était toujours dans ses bizarreries. Il portait une grande robe en jean. Cette publicité n'a jamais vu le jour. À mon avis, si cette publicité n'est jamais sortie, c'est parce que personne n'était encore réellement prêt à avoir un rappeur avec une perruque comme il l'avait et une robe en jean, quoi. Ça faisait beaucoup trop à gérer, wesh. Aussi, dans les icônes, comme j'ai dit, il y avait Pharrell Williams. D'une manière différente, mais il a aussi apporté une part de féminité assumée dans le hip-hop. Il n'a jamais porté de robe ou de perruque dans mes souvenirs. Mais c'est plus par sa coquetterie, la façon dont il avait de prendre soin de lui, de se comporter, et aussi la façon dont il avait de chanter aigu. Lui aussi, avant de mettre en avant cette personnalité très féminine, il a commencé par se faire connaître en produisant des gros hits du début des années 2000. C'est ensuite qu'il a commencé à mettre en avant sa personnalité. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a donné un titre comme Frontine, par exemple. Clairement, Frontine passait pour une exception musicale en soi. Pendant tout le morceau, il chante hyper aigu. C'est quelque chose qui n'arrivait absolument jamais. Il n'y avait personne dans le hip-hop assez courageux ou capable de faire ça, en fait. Et ça, déjà, c'est une part de féminité clairement assumée. Quand j'écoute la façon dont il chante aigu, ça me fait penser par exemple à Prince. Et
Prince est connu comme étant un véritable androgyne, portait des talons sur scène, enfin voilà. D'ailleurs à cette époque, le seul rappeur qui chantait aigu et qui savait rester viril, c'était Ja Rule. Les années 2000 vont devenir les années de transgression de la virilité dans le hip-hop. Des artistes populaires vont tenter des choses qui sont normalement considérées comme étant féminines. Un autre exemple, Cameron avait fait du rose sa couleur fétiche. Quand il a débarqué tout en rose à la Fashion Week de 2002, avec la Range Rover toute rose, c'était genre... La tenue a marqué toute une époque et aujourd'hui encore on en parle. You know why the fuck I did pink? I did pink because I thought nobody else would do pink. I thought niggas would be like, Cam is a homo. Nobody rides pink. Cam, fuck pink. Il fallait avoir de l'audace pour être habillé en all pink everything. Quand Nas avait porté un costume tout rose dans son clip Street Dream dans les années 90, ça n'avait pas du tout plu. Les gens s'étaient moqués de lui. Il y a un autre artiste qui a joué un gros rôle dans ce domaine, Kanye West. Le rappeur n'a jamais été un gros excentrique. Tu vois, tu le compares pas à André 3000 par exemple. Mais il a été réellement à l'avant-garde de l'évolution stylistique du hip-hop. Il nous a fait passer des baggy aux jeans slim. Kid Cudi l'a beaucoup aidé d'ailleurs. Je me rappelle, les deux rappeurs devaient se justifier de l'étroitesse de leurs vêtements parce que ça faisait homosexuel. Du côté des femmes, la féminisation a continué à gagner du terrain. À la fin des années 2000, la chirurgie esthétique a intervenu là-dedans et on est maintenant dans une hyper-féminisation. J'en parle dans ma vidéo de Nicki Minaj, donc n'hésite pas à retourner la voir. Et maintenant, dans les années 2000, c'est... une autre mentalité. Porter des jeans slim est désormais plus considéré comme gay ou juste féminin. Le rose, c'est devenu quelque chose de hyper commun. T'es un mec, tu mets du rose, personne va te regarder bizarrement. Disons qu'on est monté d'un cran au niveau tolérance. Aujourd'hui, pour faire féminin, va falloir y aller encore plus fort pour se faire remarquer. Tu vois, lorsque Lil Wayne met son legging, on le remarque. Ou encore A$AP Rocky, lorsqu'il enfile une robe, on le remarque aussi, on le sait. Après, est-ce que ça va buzzer comme ça aurait buzzé dans les années 2000? Pas du tout. Et je te parle même pas des années 90. Prenons un rappeur qui a eu une grosse évolution en termes de féminisation entre les années 2000 et 2010. Wiz Khalifa. Il est passé des baggy Levi's Chuck Taylor au style très efféminé façon Jimi Hendrix. Pour son album Only Nigga in First Class, il a même porté une fourrure, torse nu avec un legging mouline au moulax. Personne n'était prêt. Mais ça a fait parler. Aujourd'hui, la provocation et l'excentricité font partie intégrante du hip-hop. C'est une façon pour les artistes aussi de faire leur promotion. On a oublié, mais même Diddy a porté un kilt, même si Kanye West a fait beaucoup plus parler avec ça. Quand dans les années 2000, c'était seulement les artistes qui étaient déjà confirmés par leur père et par le public qui tenter des choses efféminées, disons. Aujourd'hui, c'est même des artistes en début de carrière qui n'hésitent pas à assumer complètement leur féminité. Je pense notamment à Young Thug qui est connu pour repousser encore les limites en portant des robes, du vernis à ongles, des choses comme ça. Now was that a shirt or was that a dress? Oh yeah, that was a dress. That was a dress? I think that was like a 7, 8-year-old dress, right? Like a little girl. D'ailleurs, la robe qu'il porte dans la couverture de son dernier album Jeffrey lui va d'ailleurs à ravir, no homo. Ou peut-être. Il a aussi participé à la campagne publicitaire Calvin Klein Woman, sans parler de sa gestuelle sur scène ou encore de sa danse, le perk. Sans compter le fait qu'il appelle ses potes ses dicks. Traduction, c'est beats. Donc ses potes, c'est ses beats. Bref, j'y reviendrai dans un lifestyle décodeur de lui. Et je n'oublie pas ce cher Lil Uzi Vert qui nous a inventé une danse des plus sensuelles. Bon, Young Thug et Lil Uzi Vert sont un peu dans la même catégorie de rappeurs, on va dire. Mais il y a même des artistes un petit peu différents comme Jaden Smith qui sont carrément dans cette tendance-là aussi. Au cas où ça t'a échappé, il a été égérie de Louis Vuitton Femme en 2016. Aujourd'hui, on a même des rappeurs ouvertement gays comme Mickey Blanco. Il a gagné en popularité depuis 2011 grâce à plusieurs mixtapes et surtout quelques clips parfois très déroutants. D'ailleurs, il se réclame de la lignée de André 3000, ODB ou encore Missy Elliott. Pourquoi ce phénomène s'est amplifié dans les années 2010 ? Globalement, c'est la société qui est beaucoup plus tolérante et beaucoup plus ouverte. On prône de plus en plus l'individualité et la recherche de soi. En ce qui concerne le hip-hop, on est sorti de la période gangsta rap. Donc les rappeurs n'ont plus à affirmer qu'ils viennent d'un ghetto, qu'ils sont des durs. Tous les rappeurs à l'époque se surveillaient pour certifier si un tel ou un tel était bien un vrai. En France, ce phénomène de féminisation du hip-hop n'est pas encore réellement répandu. On est encore dans une période relativement virile. Mais ça commence doucement à changer. Regarde, par exemple, SCH, quand tu vois sa coupe de cheveux ou encore sa gestuelle, tu peux facilement penser qu'il est efféminé. Surtout si tu le compares à ses débuts. Alors, là je te donne mon avis. À cause de cette féminisation,
Beaucoup de gens disent que le rap part en couille. En vrai, je comprends la frustration. Moi aussi, quand je regarde les tenues de Young Thug, je me dis, c'est pas vraiment stylé parfois. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'adorais la cover de Jeffrey. Mais je ne pense pas que la féminité, telle un Lil Uzi Vert ou encore un Young Thug, sera un jour la norme. Car les fans en masse, je dis bien en masse, suivent difficilement les styles trop excentriques. Les fans vont récupérer des éléments du vestiaire de Young Thug ou de Lil Uzi Vert par exemple et l'incorporer au vestiaire masculin qu'ils ont déjà. Mais ça s'arrêtera là. Dans les années 70, Michael Jackson, David Bowie, Prince dominaient les charts. Ils ont aussi beaucoup influencé la mode de leur époque, mais ça n'a pas donné une génération entière d'androgynes, tu vois ce que je veux dire? De plus, les tout premiers artistes hip-hop des années 79 et 80 avaient tous des costumes et sincèrement, il ferait passer Lil Uzi Vert ou Young Thug pour des gens complètement banals. Je parle de Grandmaster Flash, Furious 5. Clairement, les rappeurs de cette époque ressemblaient beaucoup au Village People. Hein. Dégueulasse. Heureusement, ça a changé avec LL Cool J, Run DMC et compagnie. L'histoire se répète en fait. Et puis dernière chose, si tu regardes les récentes photos de Kanye West, tu peux remarquer que les coupes de ses vêtements sont de plus en plus larges. Et pour le coup, Kanye, c'est un réel influent dans la mode. Pas comme Young Thug ou Lil Uzi Vert. Hein. Donc attends-toi à ce que les coupes des vêtements redeviennent amples. Et toi, tu penses quoi de la féminisation du hip-hop aujourd'hui? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère que t'as apprécié le sujet. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et Twitter. C'était Chris du Lifestyle Décodeur pour vous servir. Cheers!